Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour le deuxième volet de cette série consacrée à mon top 50 de jeux all-time of the world. Et j'ouvre une parenthèse tout de suite avant d'aller plus loin. Les amis amateurs de Horror Arkham JCE, vous en faites pas, on va quand même voter Charlie Kane dans pas longtemps. L'épisode 5 de la route de Carcosa va pas trop tarder à sortir, ça sera la prochaine vidéo de ma chaîne, promis. Après celle-là, bien sûr, hein, la prochaine qui vient au moment où vous regardez cette vidéo-là. Enfin, peut-être, ça dépend si vous la regardez dans l'ordre ou pas. Allez, je ferme la parenthèse. Et nous revenons là où nous étions laissés la fois passée, c'est-à-dire que nous allons attaquer le numéro 40 de mon top 50. Malgré tout, préambule quand même, préambule de cette série de 10 qui va arriver là, les 10 jeux qui vont arriver. Préambule, merci pour les commentaires sur la vidéo précédente. Il y avait quand même plus de commentaires que d'habitude. Bon, j'étais toujours aussi bienveillant, bien sûr, hein, ça c'est un peu la marque de fabrique des commentaires qui arrivent sur la chaîne, mais ouais, plus nombreux, un certain enthousiasme, palpable, collégial et tout. C'était vraiment, vraiment sympa, donc merci à vous. Et tant que nous sommes au remerciement, les amis qui soutiennent la chaîne avec leur espèce sonnante et trébuchante, bah, ça fait plaisir. C'est la régalade totale. Encore merci à vous. Le mini rappel vite fait des règles pour ce top 50. Donc attention, c'est du all-time. Hein, on n'est pas là pour parler que de nouveautés. Parce que de toute façon, vous avez déjà remarqué qu'il y avait très très peu de jeux très récents. Et ça va pas forcément s'améliorer quand on va monter dans le top. Comment j'ai monté mon top? Au moment où je l'ai cogité, ce top, je me suis simplement dit... Quel jeu j'ai envie de sortir là maintenant, si je suis dans les conditions idéales, avec tout le temps illimité qu'il me faut, avec les partenaires de jeux idéaux, si c'est un jeu multijoueur, voilà, etc., etc. Et donc ma première réponse, la première idée qui m'est venue en tête, c'est mon numéro 1 de mon top. Si le numéro 1 n'existait pas, ça serait quel jeu? Ah bah celui-là, ok, donc c'est le numéro 2, etc., etc. J'ai établi 50 jeux comme ça que j'avais envie de sortir sur le moment. Et on sait très bien qu'un top, si on le monte, on va dire un lundi, il pleut, etc. Je sais pas, lundi, il pleut toujours le lundi. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on prend des exemples comme ça à la con, le lundi, il pleut tout le temps. Et un samedi, super soleil. Le vendredi surtout, super soleil qui annonce le week-end. Enfin bref, vous n'avez pas la même humeur et ça se peut que votre top soit complètement différent. Donc c'est tout, à un moment donné, il faut s'arrêter et dire ok, tant pis, c'est ce top-là, paf, ça bouge pas pour les besoins de la vidéo. Et après, il bougera peut-être. Hein. Au moment où je vous montrerai mon top 1, ça tombe du lendemain, ça sera plus le 1. Il y a de faibles chances quand même que ça arrive, mais bon, allez. On passe au top, on attaque et on va enchaîner. Je dis enchaîner, on n'a même pas encore vraiment commencé. On y va, on se lance. Le 40, Clans of Caledonia. Alors, Kezako, Clans of Caledonia, un jeu en anglais. Non, bien sûr, c'est le même titre pour le jeu en version française. C'est un jeu, vous noterez, qui n'est pas forcément facile à trouver en boutique. Il n'est pas édité avec un gros tirage à chaque fois. Donc ça se vend facilement d'occasion à prix du neuf, j'ai remarqué assez régulièrement, c'est marrant. Alors c'est quoi? C'est un jeu de développement, enfin c'est un jeu euro, hein, clairement. On n'est pas dans le jeu où tu lances une brouette de dés pour faire évoluer ta faction. Non, non. On représente chacun une faction des Highlands, donc on est en Écosse, hein, Caledonia, la Calédonie, l'Écosse, et nous allons essayer de prospérer et faire le plus de points de victoire que les autres. On a une carte qui représente une partie de l'Écosse, avec des lochs, vous savez, les fameux lochs écossais, hein, les petits lacs, en gros. Et je dis lochs, je ne sais même pas si on dit lochs, d'ailleurs en pluriel. Et des montagnes, des forêts, puis on va simplement... On a chacun un plateau avec un certain nombre d'usines de production, enfin d'usines, des usines, des ateliers, des choses comme ça, pour qu'on va essayer de placer sur le plateau, qui vont nous permettre... de produire des ressources pour pouvoir soit les revendre, soit les transformer en produits, avec plus de valeur, etc. etc. et scorer des points selon certains critères à respecter. On va essayer d'exporter des marchandises aussi pour gagner des points de victoire, toujours pareil, et gagner quelques ressources des fois, ou gagner des avantages. Je ne vais pas vous faire toutes les règles du jeu, il n'y a pas tellement d'importance, parce que vous avez compris l'essence du jeu, hein, c'est vraiment du jeu. On développe son économie. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est, je trouve, assez fluide pour un jeu euro. Les règles sont pas légion. Ça va, ça passe bien. Ça se joue de 1 à 4. Alors quand on joue seul, en réalité, on joue vraiment seul. Si ce n'est qu'il y a des présences, il y a quelques cases qui sont
qui sont bloquées, les cases les moins chères, parce qu'on va acheter, on va payer bien sûr les cases sur lesquelles on va s'installer. Donc on joue pour essayer de faire un meilleur score. Voilà, c'est à peu près tout. Mais en multi, c'est assez marrant parce que on va pouvoir se bloquer les chemins. La carte n'est pas extensible à souhait. Et parfois, on va pouvoir accéder à certains ports. Il y a des ports dans les 4 coins qui donnent des bonus souvent intéressants. Donc pour accéder à un port, il va falloir passer par quelques cases. Mais ces cases vont peut-être bloquer l'accès au port à un autre joueur qui arrivera après. Donc il y a un côté un peu course là-dedans, aux courses au placement. Même si c'est pas un jeu de course au placement. Mais quand même, quand il y a des territoires à prendre pour s'expandre, il y a forcément des cases plus intéressantes que d'autres, et elles sont souvent intéressantes pour tout le monde. Et ajouter à cela le côté asymétrique du jeu, bien sûr, c'est aussi ça qui fait que j'aime beaucoup ce jeu, c'est que on a 9 factions. Alors je sais même pas, je vous avouerai qu'il y a peut-être des factions en plus avec des Kickstarter, des machins trucs, je suis pas sûr de ce que j'avance. En tout cas dans le jeu de base il y en a 9, et ce qui permet une bonne petite rejouabilité. On peut recommencer une partie avec notre faction pour essayer d'orienter notre économie différemment. C'est pas mal. Maintenant, je dirais aussi qu'un petit défaut dans le jeu en solo, si on apprécie de jouer en solo, c'est qu'il y a 9 factions. Et 9, sans mot de rien, je trouve qu'on fait le tour assez vite quand même, parce que même si on peut... la carte de jeu est modulable, donc il y a 4 tuiles qui peuvent un peu changer, ce qui nous pose un problème différent pour savoir comment on s'installe, pour optimiser un peu nos placements. Néanmoins, dans la façon de développer son économie, ça sera toujours un petit peu la même chose avec un clan. Le clan nous oriente fortement dans un axe, et si on en sort, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour la victoire. Donc on fait assez vite le tour. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé comment faire le max de points avec un clan, on va passer à un autre, mais ça sera à peine différent dans un autre, etc. etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'est que 40e. Mais en tout cas, c'est un jeu plaisant à sortir. Et puis, sans mot de rien, j'aime bien le matos. Je le trouve mignon. Donc, ouais, c'est un bon petit jeu quand même. Jouable sur Board Game Arena si vous voulez. Et même la version solo, donc vous pouvez vous amuser à aller faire un tour. Il y a cette petite offre de commerce qui est sympa aussi, comme notion, comme mécanique de jeu. C'est amusant. C'est pas mal. Un Clans of Caledonia en numéro 40 pour démarrer cette vidéo, les amis. Et oui, et oui. Et vous avez pu me voir galérer un petit peu, je m'étais trompé de bouton. Donc ça a fait disparaître mes boîtes. Et au final, j'avais pas fait de pause et je pensais avoir fait pause. Enfin voilà, les aléas du direct qui n'est pas un direct. C'est assez rigolo. On passe au numéro 39 avec un magnifique HeroQuest que vous voyez. Alors je vous ai pris la boîte de la première version française, francophone. Je dis francophone, je suis même pas sûr, ça tombe au Québec, peut-être qu'ils avaient une version un petit peu différente. Je mettrai pas ma main à couper là-dedans, j'ai pas la certitude. En tout cas là, la boîte à laquelle je pense quand je pense à mon top, c'est la boîte d'HeroQuest des années 90. Je dirais même que la boîte est peut-être sortie en 89. Pareil, je suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait être ça. En tout cas, HeroQuest. Donc c'est quoi ce HeroQuest ? Vous le connaissez peut-être parce que vous avez vu la boîte ressortir là cette année, qu'en 2022, il y a eu une réédition de HeroQuest avec des figurines un peu plus fines quand même. Néanmoins, la plupart du matériel ressemble beaucoup à ce qu'était le jeu auparavant. Le prix un peu moins. Le prix ressemble nettement moins à ce que c'était avant. Ça a gonflé. Hein. Sur HeroQuest, il s'est baraqué quand même, le mec, au passage. Alors, d'ailleurs, petite pensée pour Enzo, hein, mon pote Enzo, au passage. Et donc, HeroQuest, jeu d'exploration de donjons, c'est vraiment... quand on parle de Gloomhaven, de Sword and Sorcery, de Descent, tous ces jeux-là d'exploration de donjons, il y en a encore plein d'autres. Hein. De toute façon, j'en ai cité 3, mais je pourrais en citer encore plus. C'est juste que je me souviens plus. HeroQuest, honnêtement, c'est le papy de la bande, hein. C'est l'ancêtre. Je dis papy, c'est pas très majoratif. Hein. C'est plutôt c'est bon papy, quoi. Hein. On va dire, c'est l'ancien, c'est le colon, c'est le pionnier. Le pionnier, voilà le terme, le pionnier. C'est le pionnier de ce genre de jeu. C'est vraiment celui qui a complètement démocratisé l'idée de donjon, chacun son aventurier, on affronte un seigneur du mal. Morcar, il me semble, dans le jeu, j'ai un trou de mémoire, mais
C'est parfait, hein. On avance avec sa bande de joyauderie, on casse des gueules au passage, bien sûr, parce que c'est obligatoire. Les gobelins, les orques, les fimir, les squelettes, ils y passent tous, on sait descend. Enfin, attention, c'est pas si facile que ça, hein. On peut se faire aussi démonter par le jeu si on y va YOLO. Hein. Je pense au copain Passeport Bif qui était parti avec son nain tout seul et se retrouvait face à 2 guerriers du chaos, ça s'était mal passé. Enfin, pas pour les guerriers du chaos, pour lui. Enfin bref, c'est marrant, c'est classique des donjons, c'est côté évolutif, on récupère des objets, on récupère des pièces. Alors attention, c'était les débuts de ce style de jeu, donc c'est en termes de règles très simple. Ce qu'on pourrait même dire maintenant familial, hein, avec notre recul de joueur en 2022, on trouve les règles assez plutôt familiales. Alors qu'à l'époque, on aurait plus dire ouais, c'est du jeu quand même costaud, c'est du jeu pour connaisseurs. C'est qui est assez rigolo, avec le temps, on n'a pas la même perception. Ouais, donjon, on affronte des méchants, on prend l'XP. Un méchant qui est aussi interprété par un joueur, hein. Il a son écran de maître du jeu, il a son livret avec les différents scénarios, les plans pour expliquer, ils doivent passer par où. Parce que oui, le plateau de jeu, c'est le même plateau pour toutes les missions. Donc, de base, on connaît déjà la topographie des lieux, mais pas vraiment. On sait que les lieux peuvent faire une certaine largeur, une certaine longueur, les pièces sont disposées d'une certaine manière, mais chaque scénario ne va pas utiliser les mêmes pièces. Donc on ne sait pas toujours si on ira dans toutes les pièces du jeu. D'ailleurs, ça n'arrive pas, hein. Je crois qu'il n'y a pas de scénario avec toutes les pièces du jeu. J'ai pas ce souvenir en tête. Et bien sûr, gros effet Madeleine de Proust, comme quelqu'un m'avait dit à propos de Space Crusade. Ah, c'est un peu ta Madeleine de Proust, c'est ça. Oui, c'est... Oui, clairement, HeroQuest, les bons souvenirs de l'époque. Pareil, entre 2 parties de Warhammer, on sort le bon vieil HeroQuest. Je jouais quasiment tout le temps l'elfe, moi, c'était mon truc. Je jouais elfe, alors forcément, on se refait pas, hein. Moi qui était un grand amoureux des elfes sylvains sur Warhammer, moi je jouais l'elfe en choisissant le domaine de magie de la Terre. Je trouvais ça complètement normal et très à propos. Voilà pour un 39 HeroQuest. Et en plus, je l'avais dit, je l'avais spoil déjà sur la vidéo précédente, justement quand je parlais de Space Crusade, j'avais dit HeroQuest, vous le retrouverez un peu plus tard. Et ben, on n'a pas eu besoin d'attendre beaucoup. Le voilà, HeroQuest en 39. Il est à sa place. Le numéro 38, maintenant, un bon jeu avec des petits cubes de plusieurs couleurs. Un jeu avec un petit peu de draft aussi. Quand je dis un peu, c'est beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est même carrément une des mécaniques principales du jeu. Nous partons, hein. Petite erreur de prononciation, petit problème, petit bug. Numéro 38, It's a Wonderful World, de Frédéric Guérard. C'est vrai que je ne cite jamais les noms des auteurs, ni des illustrateurs. Anthony Wolf, parce que je le vois là à l'écran devant moi, donc je le dis. Je devrais le dire. Je devrais même parler des dates aussi, hein, de création. Mais écoutez, on est parti sur une série de mecs qui donnent son top sans trop rentrer dans ce genre de détails. Enfin, je fais une parenthèse pour tous nos amis auteurs de jeux et illustrateurs de jeux. Vous faites du super boulot, hein. De toute façon, regarde, si vos jeux apparaissent là dans ce top, c'est que vous faites du super boulot. Même pour ceux qui apparaissent pas dans le top, hein, il y a plein de super jeux. Donc chapeau à vous de manière globale. Merci de nous régaler. Vous nous régalez peut-être un peu trop, hein. On est obligé de faire des tops et de restreindre à mort du coup, mais bon. Vaut mieux trop que pas assez, il paraît. It's a Wonderful World, donc c'est un jeu de draft où on va essayer de développer une civilisation. Une civilisation plutôt moderne d'ailleurs, hein. Quand on voit l'illustration des cartes, c'est systématiquement des illustrations où il n'y a pas d'antiquité, il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y a rien, hein. C'est une temporalité très contemporaine. Mais le thème, on a envie de dire, on fait pas trop gaffe, on est plus en train de calculer. Alors les cartes, alors ok, telle carte va produire telle ressource, et puis avec ces ressources-là, je pourrais produire d'autres cartes. Vous avez déjà quasiment tout compris au jeu, avec ce que je viens de dire. Draft, on prend des cartes, ça se joue de manière très fluide, ça se joue en 4 manches, et donc une manche, c'est quoi? C'est on va drafter des cartes, jusqu'à ce qu'on en ait tous 7 de sélectionner chez soi. Et ces 7 cartes, on va en faire ce qu'on veut. Soit on va les mettre en construction, là il faudra trouver des ressources pour les construire, soit on va les recycler. Et quand on recycle une carte, ça va nous donner aussi des ressources. Et les cartes que nous aurons terminé de construire vont, elles, produire ensuite. Et donc la phase de jeu, c'est quoi? C'est on draft,
on décide ce qu'on construit, ce qu'on recycle, et ensuite on produit. Et avec ce qu'on produit, on va pouvoir construire des cartes. Et c'est à peu près tout. Et il y a un ordre de production. Donc l'ordre de production, on sait que les ressources grises seront produites avant les ressources. Alors je me souviens plus des couleurs par cœur, mais elles seront, les grises, je suis sûr que oui, parce que c'est les toutes premières. Et les grises sont produites avant les bleues, qui seront produites avant les jaunes. Plus les bleus sont les dernières, je pense, je sais plus. Enfin bref, donc dans l'ordre où on construit, où on développe les ressources, où on produit des ressources, on va pouvoir les poser sur les cartes qui vont peut-être aussi finir de construire des bâtiments qui vont eux aussi produire s'ils produisent des couleurs qui ne sont pas encore passées pendant la phase de production. Je ne sais pas si c'était très clair cette histoire, mais bon, bref, on est purement dans un jeu d'optimisation, draft optimisation de ressources. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard dans le jeu. Le hasard, il arrive juste avec la façon dont sont distribuées, sont réparties les cartes dans les mains des joueurs. Donc ça, tant mieux, ça renouvelle les parties. C'est un peu comme le délire de Seven Wonders. Au final, donc je parle du Seven Wonders de base. Les cartes, les parties seront jamais les mêmes parce que les cartes seront jamais distribuées exactement de la même manière. D'autant plus que, à l'instar de Seven Wonders, je continue avec cet exemple parce que je viens de le sortir, on peut jouer de manière asymétrique. Et donc là, l'asymétrie, elle se représente comment dans It's a Wonderful World? C'est simplement la petite production de départ qu'on a quand même, chaque faction a, sinon ça serait très compliqué de développer sa faction si on n'avait pas un petit pécule quand même qui se produisait chaque tour. Et donc chacun ne va pas produire les mêmes choses, et chacun n'aura pas de multiplicateur de points de victoire différents. Par exemple, il y en a un qui va avoir intérêt à jouer des cartes jaunes parce qu'il aura déjà un petit bonus sur les jaunes. Il aura un point par jaune construit, tout ce genre de choses. Quelqu'un va plus jouer sur les rouges, etc., etc. Bref, ajoutez à cela quelques points de victoire à glaner par-ci par-là, donc sur les cartes que vous allez construire bien sûr, et avec les financiers et les militaires que nous allons gagner également quand on aura produit le plus de certaines couleurs pour abriguer ces fameuses médailles. Voilà pour It's a Wonderful World. Alors en ce qui me concerne, j'y ai joué combien de fois? Il est sur le site Game Park d'ailleurs. Le jeu développé sur navigateur sur Game Park est vraiment agréable, c'est vraiment bien foutu. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez l'occasion d'y jouer. C'est un régal de jouer à ça dessus. Ça s'y prête super bien en plus de jouer comme ça sur ordi, c'est pas mal. Et non, ça a toujours été un plaisir d'y jouer en fait à ce truc. Pour moi, c'est vraiment, c'est à l'instar du Seven Wonders, encore une fois, je le mentionne, où on peut avoir tendance à enchaîner les parties. Quand on aime bien, on peut être assez facilement boulimique de ce genre de jeu quand on apprécie. Et It's a Wonderful World, c'est pareil. Le genre de public assez boulimique de jeu va enchaîner les parties. Si ce n'est que là, on attaquera un public un chouïa plus d'euros quand même dans la façon d'apprécier les jeux. 38, c'est le genre de jeu où je ne refuserai jamais une partie. Je trouve ça vraiment, vraiment plaisant. Et ceux qui disent qu'on ne retrouve pas le thème, gna gna gna, donc ça nous plaît pas, enfin le jeu est pas si bien que ça, c'est dommage pour eux. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Chers amis, avec celui qui va arriver en numéro 37, nous allons changer un petit peu de registre et nous allons partir dans la figurine. Nous avons déjà vu des figurines jusqu'à maintenant avec Space Crusade, avec HeroQuest notamment, mais là, nous allons partir sur la figurine sans plateau de jeu en dessous. Donc vraiment dans le pur jeu de figurines. Nous sommes dans une galaxie d'il y a bien longtemps, une galaxie lointaine, très lointaine, il y a bien longtemps, en inversant un petit peu les termes dans cette fameuse phrase d'accroche qui démarre les films de la série. Je parle de Star Wars bien sûr, et nous allons partir sur Star Wars Legion, Star Wars Légion si vous préférez. En 37, donc Star Wars Légion qui est un jeu d'affrontement, d'armée. Alors d'armée, des armées pas très grosses, on va dire des petites armées, des arminettes, ou plus sérieusement des escouades, ouais, quelque chose comme ça, des détachements, enfin c'est des petites armées quoi. Des petites armées, univers Star Wars, donc on va pouvoir jouer des personnages célèbres de la série, hein, notamment on voit Dark Vador sur l'illustration là. Oui, on peut jouer Dark Vador, on peut jouer Luke, on peut jouer Chewbacca, on peut jouer pas mal de monde au final. C'est pas uniquement centré sur l'univers de Star Wars épisode 4, 5, 6.
Il y a un petit peu aussi de choses sorties entre-temps, d'autres choses. Ça se voit dans les factions. On peut jouer de la Confédération du commerce, c'est plus le terme, j'ai un doute là-dessus. Alors, je l'ai pas révisé avant de faire cette partie-là de ma vidéo, je suis mal. Je suis mal. La Confédération du commerce, je pense qu'il s'appelle comme ça. Enfin bref, les commerçants là qu'on voit dans l'épisode 1, avec les droïdes, en gros, hein, l'armée des droïdes. On peut jouer les clones. Donc c'est pareil, c'est une faction, c'est les gentils avant qu'ils deviennent l'Empire, en gros, hein, c'est l'ordre. Je sais plus comment il s'appelle, oh là là, c'est pas. Ah, je suis pas bon. Et le collectif de l'ombre, c'est une faction qui est arrivée entre-temps, qui est plutôt récente. Enfin bref, vous choisissez votre faction, vous montez votre armée en fonction d'un nombre de points que vous êtes alloué à votre adversaire et à vous, et vous allez jouer un scénario avec des prises d'objectifs ou d'autres trucs. Et on se fout sur la tronche, encore une fois. Déploiement sur une table avec un champ de bataille qui ressemble à ce que vous pouvez bien faire. Hein. Donc vous allez rassembler des décors, créer des décors, confectionner avec vos petits doigts, pas trop boudiner des super décors dans un registre Star Wars. Et à l'aide de règles bien pointues et de dés et de réglettes, etc., vous allez faire progresser, vous allez activer vos troupes au fur et à mesure, et puis à la fin, le meilleur gagne, ou le plus chanceux gagne. Donc c'est typiquement le genre de jeu de figurines, collection, on achète des figurines, on les assemble, on les peint, et c'est super cool. Parce que la figurine, c'est quand même très 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 immersif, et ouais, c'est sympa. Donc là, en ce qui concerne mon expérience, j'ai pas joué beaucoup à Star Wars Legion, j'y ai joué en tout et pour tout 3 parties, si je dis pas de bêtises, 2 parties d'initiation, et encore une partie d'initiation, parce que j'avais oublié. Il fallait me réinjecter les règles. Mais ouais, j'ai peu d'expérience du jeu, mais j'en ai assez déjà en tant que joueur de figurines et en tant que joueur tout court pour comprendre que c'est un jeu qui me plaisait déjà pas mal. Peut-être pas autant que certains jeux de figurines dont je parlerai un peu plus tard, bien entendu, mais ça suscite bien assez ma curiosité pour m'y pencher davantage dans les temps à venir. Le seul bémol que je lui trouve à ce Star Wars Légion, c'est le prix, de manière générale, de la gamme, je le trouve assez élevé. On sent que la licence Star Wars ne déconne pas avec le porte-monnaie. Clairement, ça plaisante pas du tout. Hein. C'est assez cher pour ce que c'est. Enfin, en termes de figurines, c'est assez cher pour ce que c'est. Les figurines sont pas vilaines, mais c'est pas non plus, je les trouve pas non plus incroyables. Et ouais, c'est quand même assez déroutant. Quand je vois par exemple un vaisseau des rebelles là, qui coûte 55-60 balles, alors que c'est juste un genre de vaisseau de transport et que ça va pas être le cœur de notre armée, waouh, ça fait mal. Ça fait mal. Hein, vous prenez les 5 Wookiees, là, les 5 Chewbacca, enfin pas Chewbacca lui-même, mais les 5 personnes de sa race Wookiee, vous en avez pour 30 balles facile. Ouais, ça pique. Clairement, ça pique. Alors, heureusement que les armées pour jouer ne sont pas non plus légion, contrairement au nom du jeu. Mais bon. Mais en attendant, l'univers Star Wars, ça marche toujours. Et comme on aime bien cet univers, bon, on y retourne avec plaisir. Donc c'est un des rares jeux dans ce que je vous présente, dans lequel je ne me suis pas encore vraiment engagé en termes de possession de figurines, etc. Et ça, il est dans mon top. Pour moi, ça reste un très bon jeu. Et puis, je vais y aller. Dans pas longtemps, je vais y aller. Donc, on le classe en 37e. Et c'est pas du tout déraisonnable. Que la force soit avec nous pour le 36. Et qu'est-ce qu'il dit, le 36 ? Le 36, il dit pas mal de choses. Un jeu de mots. Le 36, c'est un jeu de mots. Alors, pas mot cislac dans les Simpsons. Hein. Un jeu de mots M-O-T-S. Nous passons sur le Codenames. Codenames, alors finalement il y est. Vous voyez, quand je parlais des cryptos qui étaient dans les 40, là, sur la vidéo précédente, vous avez dit, je sais pas en fait, il est souvent comparé à Codenames, etc. Je ne sais plus si je l'ai mis. Eh bien si, je l'avais mis. Je me suis rendu compte quand j'étais en train d'enregistrer, quand je parlais, mais comme je fais pas de prise, c'était trop tard. Je l'avais fait. J'avais balancé l'info. Et bon, là, donc il dit Codenames. Effectivement, je préfère Codenames à des cryptos. Je trouve... alors pourquoi ? Parce qu'il est plus abordable. Je trouve qu'il est plus abordable. Et en termes d'ambiance, ça passe mieux. Dans Codenames, on arrive plus facilement à y jouer.
une manière détendue en soirée comme ça, c'est un peu plus ouvert, des personnes qui passent derrière, qui n'ont pas forcément participé à la partie entière, peuvent venir et puis aider un peu. Alors que des cryptos, c'est plus... on a besoin d'être plus impliqué dans le jeu et voilà, ça se fait pas, ça se fait moins à la volée. Bon, attention, on reste quand même sur des jeux d'association de mots et j'ai pas encore vraiment décrit le jeu, d'ailleurs, je me rends compte hein, quand je vous dis ça. Il est plus léger de manière globale, il est plus festif, même si ça reste pas si festif. Donc Codems, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de déduction de mots à l'aide d'autres mots qui vont former des associations d'idées. Je vais essayer de donner un exemple un peu plus concret, mais en gros, on a deux équipes qui s'affrontent. On a un maître espion dans chaque équipe, qui seront tous les deux du même côté de la table. Donc ils auront le petit panneau, là, la petite carte qui désignera lesquels indices il faut faire deviner au reste de l'équipe. Voilà. Et en face, on a les deux équipes, les autres joueurs, quoi, qui tiennent d'un côté avec le maître espion rouge et de l'autre côté avec le maître espion bleu. Ils sont tous de l'autre côté de la table. Sur la table, on a 25 mots, 5 cartes avec un mot dessus, en une grille de 5 colonnes sur 5 lignes. Et donc, ce sont ces mots-là, ces noms de code-là, que les maîtres espions vont essayer de faire deviner leurs copains. Mais ils vont pas devoir tous les faire deviner, bien entendu. Ils vont devoir faire deviner les rouges pour le maître espion rouge et les mots en bleu pour le maître espion bleu. Et ne surtout pas faire deviner le mot espion noir qui, lui, c'est un peu l'effet boule de billard noir, c'est la 8 là. La 8 noire, c'est là, il faut jamais la mettre dans le trou, sinon on perd direct. Et ben, c'est exactement la même chose. Puis il y a quelques mots qui sont neutres, qui sont là juste pour flouer, mais qui n'ont pas d'intérêt, qui ne font pas avancer, qui ralentissent même plus que de chose. Donc très simplement, un maître espion, comment ça se passe? On va jouer de manière alternée. Un premier maître espion va dire un mot, je sais pas, par exemple, histoire, et il va dire 2. Et donc là, son équipe va devoir réfléchir, parmi les 25 mots, quels sont les 2 mots qui pourraient avoir un lien avec histoire. Voilà. Parce qu'il a dit 2, s'il avait dit 4, il y aurait eu 4 mots pour lui qui auraient eu un lien avec le mot histoire. Donc histoire, qu'est-ce que ça peut être? Roi. Allez, roi, ok, allez, on part sur roi, c'est bon? Le maître espion valide, oui, c'est ça, c'est bien le roi. Et puis on va faire, tiens, géographie. C'était pas ça, ouf, ça va, c'était un neutre, donc on perd la main, mais au moins, ça va, ça profite pas à l'adversaire, c'était pas l'espion noir, ou c'était pas un espion de la couleur de l'adversaire. Voilà, puis on va alterner jusqu'à ce qu'une équipe gagne, et finit de trouver tous ces mots, ou alors que l'espion noir a été hélas trouvé. Donc ouais, c'est pas mal, ça fait marcher le cerveau, c'est de manière différente que les gros jeux euro, ça met l'ambiance. Généralement, ça met l'ambiance, que l'équipe qui n'est pas en train de chercher des mots à ce moment-là va, parfois, si elle est un peu taquine, d'humeur joueuse, va essayer de les induire un peu en erreur, ce qui peut parfois amener à des situations cocasses, parce que quelqu'un qui serait persuadé que l'équipe rouge doit pas trouver un certain mot, va dire mais si, regardez, ce mot-là c'est bien, mais si ça passe, il a dit balançoire. Et là, c'était, je sais pas moi, jeu. Ah oui, c'est bon. Je fais un exemple vraiment nul. Hein. Et donc il va les engrainer, et puis finalement ils vont dire ouais, il a raison, tiens, on fait ça. Et finalement, c'était le bon mot. C'est le mot qu'il devait trouver. Ah, mince. Des fois, ça arrive, hein, des ratés comme ça, c'est toujours drôle. Et non, c'est un jeu qui met quand même une certaine ambiance. Attention, une ambiance studieuse, hein, ce que je disais tout à l'heure. Codenames, c'est un jeu que j'aime bien sortir, que je sors pas si souvent que ça, hélas. Et je dis ça, et bien sûr, contre-exemple, j'ai eu la chance d'y jouer samedi dernier. Donc... c'est vraiment pas de bol. Petite partie comme ça à l'arrache. 2 manches gagnées. Il trouve 2 fois l'espion noir. Ah, voilà, facile. Facile ce jeu, trop facile. Allez, on passe au suivant. Et le suivant est apocalyptique. On gère sa base pendant l'apocalypse. Et puis, pendant la journée, on essaie de sortir pour trouver des ressources, etc. Puis on revient la nuit pour mieux survivre, quoi, à l'abri, hein, tranquillement. Je parle de Outlive. Enfin, c'est un pitch qui aurait pu désigner d'autres jeux, d'ailleurs. Hein. C'est pas le seul qui traite ce genre de sujet. Mais là, on est sur Outlive. C'est marrant, Outlive, parce que c'est un jeu, la première fois quand je l'ai découvert, un copain l'avait ramené au club, j'avais été pas mal emballé.
Et puis, je sais plus, je m'étais procuré, il me semble, après à ce moment-là, j'avais joué un peu, et ma hype avait un peu baissé d'un coup. J'avais joué un petit peu, puis finalement, bah. Ouais. Et finalement, j'ai envie d'y rejouer, donc. Et c'est un jeu qui fait un peu yo-yo dans mon baromètre de l'appréciation des jeux, etc. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Là, actuellement, je serais pas contre l'idée de le ressortir. Donc ça, à mon avis, fait partie de ces jeux, pour moi, où une sortie de temps en temps est très bien, mais faut pas trop en abuser. En tout cas, le thème me ravit. Et puis même dans les mécaniques, c'est assez sympa, quoi. C'est ce que je vous disais en descriptif, c'est exactement ça. On a une base souterraine avec des pièces qu'on va essayer de construire, enfin d'ajouter. On va développer des pièces pour pouvoir faire des effets avec des survivants qui vont venir justement faire en sorte que ces pièces puissent activer les effets. Et on a 4 personnages sur un plateau de jour avec différents lieux. Et les personnages vont à chaque tour de jeu, quand on va décider d'en jouer un, on va le déplacer jusqu'à 2 cases, le pencher pour dire ok il a été joué, ou c'est le lever pour dire qu'il a été joué, parce que de base il est penché, je sais plus, il y a un truc, c'est l'un ou l'autre, peu importe, hein, si on se met d'accord avant, c'est pareil. Et on va appliquer l'action de la case, sur de sa force. Chaque meeple là, a une force de 3 à 5, et sa force, de sa force va dépendre un moyen de mettre la pression aux adversaires. C'est un petit aspect qui est rigolo dans le jeu, c'est-à-dire que si par exemple un personnage de force 5 va finir son action sur une case où il y a un personnage d'un autre joueur qui est de niveau 3, il va lui mettre la pression. 5 moins 3, 5 de force, c'est plus fort que 3, hein, bien sûr. Donc, il y a une différence de 2. Le joueur qui va subir la pression va devoir offrir 2 ressources à son méchant qui va le racketter. Et donc, ouais, c'est marrant, ça fait réfléchir un peu à l'ordre des placements de ces persos, sachant que les persos on peut pas avoir 2 persos dans la même case. Un joueur ne peut pas avoir 2 persos dans la même case. Donc, sur les 8 cases qu'on peut, parcourir, pardon, avec 4 persos à jouer, on va vite se bloquer si on ne fait pas attention. Donc il faut vraiment bien planifier son tour de jeu en phase de journée. Et puis il y a toujours une petite crise qui arrive à chaque jour. Il y a des petites choses qui viennent pour nous embêter et qui viennent égayer un peu la partie. Et c'est assez marrant. On ajoute à ça une gestion d'un certain niveau de radioactivité. Parce que pareil, hein, qui dit apocalypse, dans un monde, vous voyez l'illustration, hein, ça correspond un peu au monde dans lequel on va évoluer, dit, ouais, il y a un niveau de... Faire gaffe, quoi, hein. Et on peut mourir avec la radioactivité, c'est chaud, donc il faut aussi gérer ça, faut pas trop polluer, etc. Bon. J'adore, Hotlive, je suis client de ce genre de jeu, j'apprécie. Et il est un peu plus... Il y a un chouïa plus technique qu'il en a l'air. Alors, c'est pas non plus un... Alors, c'est pas du familial, hein. On n'est pas dans le familial. J'irais pas jusque dire qu'on est dans l'expert. Il est un peu entre les deux, mais il tend un tout petit peu plus vers l'expert. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on y joue, on trouve que certaines salles sont fortes et d'autres sont mauvaises. Et au final, avec un peu plus de pratique, je nuancerais ce genre de propos. C'est pas aussi... euh, ouais, manichéen, c'est pas le terme, mais c'est pas aussi... toutes les salles sont intéressantes, quoi, en gros. Il n'y a pas un si gros écart. Donc Outlive en 35, je valide, bien sûr, encore une fois. Pour le prochain numéro, je vais fredonner quelques notes, etc. Nous passons sur le trône de fer. Alors ça, c'était pour la version série TV, bien sûr, hein. Parce que la version bouquin, il n'y a pas cette musique, hein. Je peux vous affirmer, il n'y a pas la musique dans le bouquin. Et donc le trône de fer, le jeu de plateau. Numéro 34, jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus, même si il existe depuis un moment, hein, quand même. C'est pas un jeu super récent, et c'est un jeu qui demande du temps. On est sur de la... Alors, si vous connaissez Risk, le fameux Risk, un indéboulonnable, ça fait partie des jeux qu'on découvre quand on connaît pas encore trop l'univers du jeu et qu'on aime bien la stratégie, les conquêtes et tout. C'est un jeu qu'on risque, on passe par là. Alors le trône de fer, je n'irais pas jusque dire que c'est un risque amélioré, ça serait un peu vilain de dire ça. On n'y est pas vraiment. Mais, plateau de jeu, une carte,
Alors une carte du monde, là, c'est une carte de Westeros, parce qu'on est donc dans l'univers de Game of Thrones, hein, le trône de fer. Et donc la carte de Westeros, répartie, qui est décomposée en pas mal de territoires. Et on va placer des armées dans les territoires pour montrer notre présence, en fait, hein, simplement. Et donc, typique de ces jeux-là, on va essayer de produire d'autres armées pour essayer de s'étendre et puis pour essayer de capturer encore plus de territoires qui vont nous donner des avantages. Donc là, dit comme ça paraît pas si compliqué que ça. Attention, il y a des combats à gérer avec des cartes. Chaque faction a son petit deck de cartes, hein. Il y a quoi, 7-8 cartes avec des forces allant de 0 à 4, avec des effets. Alors, c'est pas les mêmes effets selon les factions, même si les decks sont relativement équilibrés, hein. On va retrouver toujours un petit peu le même genre d'effets, mais avec quelques, donc, comme je disais, quelques petites alternatives selon les factions. On va jouer bien sûr les factions du Trône de Fer, hein. Donc on peut jouer les Lannister, les Stark, les Baratheon, etc. Et il y a une forte importance de l'aspect diplomatie dans le jeu. Parce que des fois, on va pouvoir s'allier avec des copains. Alors, parenthèse pour rigoler, on peut s'allier avec des copains, c'est censé être... Non, c'est même pas secret, en fait, je suis en train de dire une bêtise. J'allais vous dire une bêtise avec cette parenthèse. C'est juste la tournure qui me fait marrer. Dans la version jeu vidéo, quand on crée un pacte secret avec quelqu'un, le jeu affiche machin et machin ont conclu un pacte secret. C'est vachement secret, quoi. Tu le vois, tout le monde le voit. Bon, c'est ça qui me fait marrer dans la version numérique. Mais non. Bref, c'est un jeu dans lequel les alliances vont se faire et vont se défaire derrière parce que si on devient trop fort, le voisin il est trop fort aussi, ça va pas, il risque de gagner avant nous. Donc finalement, on va essayer de s'allier quelqu'un d'autre, on va lui casser un peu les pattes, on va mettre des bâtons dans ses roues, etc., etc. Donc le but, il y a des territoires avec des châteaux, des territoires sans château, des territoires qui donnent du ravitaillement en plus, des choses comme ça. Le but, c'est d'être le premier à avoir conquéri 7 territoires avec un château. Il faut 7 châteaux, et c'est gagné. C'est juste ça. Et bien c'est galère, parce que bien sûr, les copains ne vont pas vous laisser gagner les 7 châteaux. Sinon, c'est à la fin des 10 tours, parce que ça se joue en dimanche. À la fin des dimanches, le joueur qui a le plus de châteaux gagne. En cas d'égalité, je sais plus. Mais bon, c'est très malin parce qu'il y a... déjà, je trouve que c'est un jeu, en 2022, il a encore sa place dans le paysage. Je pense qu'on peut encore s'éclater. Il a toutes les raisons d'être sorti sur table pour une bonne soirée. Prévoyez du temps. Beaucoup de temps. Parce que sans mort de rien, il n'y a pas tant de phases à gérer par tour, mais ça va demander du temps, les fameuses négociations, justement, le côté diplomatie, ouais, à gérer, ça demande toujours du temps. Et puis, il y a une mécanique de vote. C'est pas des votes secrets, mais. Ah, si. On va miser. De temps en temps, on va miser sur des. Alors, déjà, il y a des petits événements aléatoires en plus qui arrivent à chaque fin de tour. Et donc, ça, c'est un deck de cartes avec des trucs. Est-ce que les sauvageons vont attaquer? Parce qu'il y a ça aussi, les sauvageons. On va se défendre contre les sauvageons de temps en temps parce qu'ils s'attaquent. Et ils mettent souvent des dégâts sur la faction qui a le moins aidé à défendre le mur, parce qu'il faut défendre collégialement le mur. Et celui qui a le plus défendu le mur a aussi un avantage la plupart du temps, donc ça c'est pas mal aussi. Mais il y a 3 rôles dans le jeu, il y a 3 rôles à décerner pendant une partie. Il y a le trône de fer, donc il y a celui qui est sur le trône. Il y a le spécialiste de la guerre aussi, celui qui a la lame d'acier valyrien, je ne sais plus quel est le nom du titre, de son titre dans le jeu. Et il y a aussi le corbeau, enfin pas le corbeau aussi, non, c'est pas le corbeau, celui qui est le mieux classé dans l'échelle de tout ce qui est, pas complot, mais qui a le renseignement, quoi. Et il a une info aussi. Et ce que j'ai surtout pas dit, mais qui est très important à dire, c'est que c'est un jeu de programmation aussi. Ça, je l'ai pas dit, et c'est super important. Il y a notre phase d'action commence par une phase de programmation. On va prendre des jetons, face cachée. On va les poser face cachée. Nous, on saura bien sûr ce qu'on aura joué. Mais sur chaque territoire qu'on aura envie d'activer, on mettra un jeton. Et une fois que tout le monde a joué ses territoires, une fois que tout le monde a posé ses jetons, pardon, je vais y arriver, on retourne tout et on se rend compte que tiens, ce territoire-là, il va faire un mouvement. Donc potentiellement, on va attaquer. Ah, celui-là, il reste en défense. Donc il ne va pas bouger, mais il va gagner un bonus en défense. Tiens, lui, il va essayer de se développer.
il va essayer de produire des couronnes, qui est une monnaie, c'est la fameuse monnaie justement avec laquelle on va miser sur les différentes pistes pour être pour soit récupérer le trône de fer, soit être l'informateur, enfin la main du roi, soit être autre chose, et avec laquelle on va essayer de défendre aussi le mur. Ouais, c'est tout un truc, tout un système, et tactiquement, ça borde rien, c'est assez costaud. J'essaierai de faire une vidéo sur de toute façon avec ma série de jeux vidéo issus des jeux de plateau, les adaptations. J'avais prévu d'en faire une là-dessus, donc j'en ferai une à un moment donné. Vous verrez, vraiment le jeu est prenant. C'est dommage qu'il soit si long. Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'est pas si sorti, qu'il sort pas si souvent que ça chez ceux qui le possèdent. Il n'est pas évident, il faut avoir les joueurs qui connaissent les règles, faut vraiment avoir le temps devant soi, mais c'est un jeu qui mérite vraiment d'être exploré. Et puis comme tous les jeux d'alliance qui se font et qui se défont, il ne faut pas jouer avec des personnes susceptibles. Attention, ça serait la grosse erreur, sauf si vous souhaitez élaguer un peu dans votre réseau d'amis. Vous dites, ah, j'ai trop d'amis. Bon, ok, il va falloir s'en séparer de certains. Il va falloir se séparer de certains. Bon, ok, allez, je vais inviter lui et lui. Et puis bon, voilà, enfin, ça, j'en aurai moins à gérer. Ça fait moins de cadeaux pour les anniversaires. C'est bien. En plus de temps pour regarder Netflix. Pourquoi pas? Allez, 1,34, 2,30 de fer. C'est justifié. C'est bien. D'ailleurs, j'en ai parlé, ça me donne envie d'y jouer là. C'est malin. Le 33 est un jeu d'association d'idées avec des belles images. Oui, je me suis pas trompé, c'est pas Mysterium, on en a déjà parlé en 49, 48, quelque chose comme ça, de mémoire. Non, on est sur un autre jeu. Et cet autre jeu, c'est justement le jeu qui est la base de tous ces jeux d'images qui sont sortis par la suite. Nous sommes sur Dixit. Un Dixit en 33. Alors Dixit, je l'ai souvent considéré comme dans mon top 10, carrément, personnel, depuis très longtemps. Bon là, maintenant, il commence à avoir un petit peu trop de jeux, et puis pour une raison que je vous avancerai juste après, il est parti il a un peu dégringolé, sans parler, hein, il est en 33, c'est pas non plus le fond du donjon, à part le fond des oubliettes. Mais il a il est un peu descendu quand même. Alors encore une fois, c'est un jeu sur lequel je refuserai difficilement une partie. J'adore ce jeu, hein, bien sûr. Il est dans mon top 50, donc forcément, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. Mais il a ce petit défaut que parfois on va moins s'amuser dans une partie si on n'a pas les mêmes références que les adversaires. Pourquoi? Parce que donc le pitch du jeu, ça se joue à... C'est du familial, ça se joue à 3 minimum. C'est mieux de jouer un peu plus quand même, 3 c'est vraiment très light. Et nous avons chacun, comme Mysterium, nous avons chacun une main de cartes avec des illustrations très fantaisistes, hein, c'est très abstrait d'ailleurs, et très abstraites, sur des illustrations très abstraites. Elles sont uniques, on peut pas avoir de doublon avec un copain, ça veut dire. Et donc un joueur sera le compteur pour cette manche. Il va choisir secrètement une de ces cartes, dont personne n'a connaissance, et dire un mot, une phrase, ce qu'il veut par rapport à cette carte. Ok. Et chaque autre joueur, dans sa main, j'explique un jeu qui est déjà très connu, mais on ne sait jamais, peut-être que certains ne le connaissent pas. Les autres joueurs vont, en fonction de ce qu'ils ont entendu, sélectionner parmi leurs cartes celle qui évoquerait le mieux ce qui vient d'être dit par le compteur. Chacun va donner cette carte-là au compteur, pareil, secrètement. Le compteur prend tout, toujours secrètement, mélange tout, hop, et puis il les montre, il les révèle à tout le monde. Et là, chaque autre joueur, donc pas le compteur bien sûr, parce que lui il connaît la carte qui est associée au terme qu'il a donné, chaque autre joueur va voter secrètement pour la carte qu'il pense être celle du compteur. Et une fois que c'est fait, tout le monde révèle. Le compteur dit, effectivement, moi ma carte c'était la numéro 3, parce qu'il y a des petits chiffres qui met à côté, pour qu'on repère. Et donc ceux qui auront bien trouvé la numéro 3 vont avancer, vont marquer des points, et ceux qui n'avaient pas la 3 vont pas marquer de points. Par contre, ceux qui auront réussi à collecter des votes sur leur carte à eux vont marquer des points bonus, parce que c'est pas la bonne, parce qu'ils auront réussi à induire les autres en erreur. Par contre, petite subtilité comme niveau règle,
le compteur marque aussi des points si au moins une personne l'a trouvé, mais pas tout le monde. Donc ça le contraint à ne pas faire beaucoup trop facile, ou alors à ne pas faire beaucoup trop difficile. Ce qui a l'air facile dit comme ça, parce qu'on se dit, bon tiens, on est 5-6 joueurs, ouais, ça va aller, je vais faire un truc un peu retors, il y a forcément un qui va trouver. Bah, des fois non, des fois ça passe complètement à côté, et j'en suis le spécialiste, donc ça je peux vous l'attester. Donc jeu d'ambiance, c'est familial, ça ne demande pas énormément de place sur la table, donc ça se peut se jouer assez facilement. Donc là où c'est un petit peu délicat, c'est qu'on va forcément chercher des références qu'on espère communes pour caser nos indices quand c'est notre tour d'être le compteur. Mais c'est pas toujours facile. Tout le monde n'a pas toujours la référence. Et imaginez par exemple, vous êtes quelqu'un d'expérimenté dans la vie et vous jouez à une table avec beaucoup de personnes bien plus jeunes. Des enfants, ou des ados, ou même des adultes plus jeunes. Vous n'êtes pas de la même génération, vous n'avez pas les mêmes références culturelles ou tout ce qui est même pop culturel. Et ça va être dur. Hein. Je vous le dis d'avance, ça va être compliqué. Donc c'est un jeu où on peut pas forcément être le meilleur. En fait, c'est un jeu qui va, votre performance va vraiment dépendre du cercle dans lequel vous évoluez. Et moi qui ai un esprit complètement je vois des choses que personne voit et il y a des choses évidentes que tout le monde voit que je vois pas non plus. Donc c'est vraiment, je suis un peu à part à chaque fois. Dixit, c'est un jeu sur lequel j'ai souvent un petit peu de mal. Hein, faut que je m'adapte. Mais c'est rigolo, ça m'éclate. Quand je vais sortir un truc qui me semble évident, la personne va trouver. Comment ils ont fait pour ne pas comprendre que ça, c'est évident, c'est ça. Ouais, mais non, pour eux, c'est pas évident, pas du tout. Donc, excellent jeu, enfin j'adore ce jeu. Encore une fois, j'en parle, donc j'ai envie d'y jouer. Un classique. Il existe pas mal d'extensions, parce qu'il y a 80, je crois que c'est des paquets de 82 cartes à chaque fois. Donc, une fois que vous avez fait le tour des cartes, que vous avez l'impression de les connaître par cœur, vous prenez une recharge. Il y en a au moins 10, il en existe au moins une dizaine des recharges, parce que chaque année, ils sortaient une recharge Dixit avec 82 cartes. Et Dixit, on a ici, on avait la boîte de base, la boîte version Odyssey et l'extension 3, je crois. Donc on avait 3 jeux de 80 cartes et ça faisait largement le boulot. On a fait pas mal de parties avec, sans problème. Au pire, on retombe sur une carte qu'on connaît, mais on se challenge, on essaie de trouver un autre terme pour essayer de la faire deviner. Et c'est largement suffisant. Voilà, Dixit. Et je sens que mon timing, je suis déjà à 47 minutes pour 8 titres, il m'en reste 2. Est-ce que je vais passer en dessous de l'heure? Ah, verdict bientôt. En numéro 32, chers amis, nous allons tirer des jetons d'un sac. Et puis, tous en même temps d'ailleurs. Et le placer sur un royaume. Sur le royaume de Havresac. Les gardiens de Havresac. Tiens, un jeu de Frédéric Guérard. C'est pas un gars dont on a parlé tout à l'heure, ça? Alors, c'est illustré par Sabrina. J'ai pas vu. Ça, c'est quand c'est Frédéric Guérard, je le cite le nom. Ça, c'est marrant, ça. Je ne fais pas pour les autres. Croire que c'est mon chouchou. Et donc, oui, l'illustratrice, Sabrina, mais j'arrive pas à voir son... Mira... quelque chose Mirason. Bon, Sab, c'est cette bonne vieille Sab. Sab, elle a assuré pour ce jeu. Et donc, les gardiens de Havresac, qu'est-ce qui se passe? Joue en 5 manches, ça se joue solo, à 2, à 3 ou à 4. On a chacun son plateau. Alors, c'est un des plus récents d'ailleurs. Et celui-là, c'est un des plus récents de mon top 50. Il est sorti cette année. Ou alors fin 2021. Un des deux. Et donc, ouais, chacun son plateau. Il peut très bien se jouer solo, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, en fait, pas mal de personnes ont dit ouais, bon, en fait, c'est un jeu multi, mais chacun joue dans son coin. Hein, donc, c'est pas si. Comment on dit, il n'y a pas tant d'interaction que ça. Bah non, il n'y a pas tant d'interaction que ça, mais c'est tout, c'est les mécaniques du jeu, c'est comme ça, c'est pas grave. On le prend tel qu'il est, on l'apprécie, on l'apprécie pas. Il faut pas forcément chercher de l'interaction quand le jeu est monté pour ne pas avoir à proposer d'interaction, c'est pas le but. Donc chacun fait son petit truc de son côté. On a son royaume, un château au milieu, une case, enfin une grille remplie de cases, donc des colonnes et des rangées. Et le plateau est composé de prairies, parfois avec des petites flaques d'eau, enfin des lacs, des choses comme ça. Il y a des forêts, il y a des camps où vont apparaître des monstres, et des fontaines où vont apparaître des fées. Et puis il y a des endroits où il y a des trésors.
Et donc, le concept, c'est on a un sac. Les gardiens de Havre-Sac, dedans, il y a le mot sac et c'est pas pour rien. On pioche un gardien, un fameux gardien de Havre-Sac, ça tombe bien, et on va appliquer l'effet. Il existe différents gardiens, il y en a 7 différents, qui sont recto verso d'ailleurs, parce qu'on pourra varier les parties en les jouant avec des effets un petit peu différents. Et on va appliquer l'effet, donc par exemple, la guerrière de base, elle se déplace de 2 cases dans sa version de jour, elle avance 2 cases, de 2 cases, et elle va oxyre un monstre sur la case où elle termine son mouvement. Et voilà, le monstre sera défait, on le mettra de côté pour le décompte de points de la fin de la manche. Et à partir de là, on va piocher un deuxième gardien, et on va le faire lui démarrer son action, toujours depuis le château, ou alors depuis un des gardiens qu'on a déjà posé. Donc on va se développer comme ça petit à petit, et aller chercher des trésors, aller oxyre d'autres monstres, aller réparer des villages, il y a des villages aussi à réparer. Il y a plusieurs trucs à faire, capturer des fées, etc., etc. Et donc ça, toutes ces actions vont ramener des étoiles, et en fin de manche, le nombre d'étoiles qu'on aura récoltées va nous permettre de gagner des pièces et des points de victoire. On joue ça 5 fois. Le truc à savoir, c'est que chaque manche commence par l'apparition de nouveaux monstres. Donc sur le plateau, au début, il y a très peu de monstres, et puis chaque tour, on va rajouter des monstres qui vont arriver en fonction d'un paquet de cartes. Ça va sortir petit à petit. Sauf les fées, qui, elles, apparaissent aussi, mais disparaissent à la fin de la manche. Donc les fées, il faut vite les attraper, sinon après, on ne peut plus les avoir. Et puis, que le meilleur gagne. Donc c'est le même ordre d'arrivée des monstres pour tout le monde, parce qu'on va tirer dans le paquet de monstres pour toute la table. Mais par contre, la façon dont on va piocher les gardiens, ça va dépendre du joueur. Hein. On n'aura pas mélangé de la même façon, chacun dans son sac. Et donc les pièces qu'on aura gagnées vont servir à acheter, bien sûr, les services d'autres gardiens qui vont eux aussi peupler le sac pour les tours suivants. Donc on va construire un peu son sac avec le temps. Ça se joue assez vite, donc 5 manches, c'est pas... Les parties sont fluides. J'adore l'aspect visuel du jeu. C'est vraiment cool. C'est assez malin. Genre, les choix sont parfois cornéliens. On doit faire des choix. Qu'est-ce que je parle là, il y a le coffre. Ouais, mais si après je tire la magicienne, là, c'est dommage. J'aurais pas fait ça avant, j'aurais pas pu profiter de l'effet. Bon, allez, tant pis, je fais ça. Allez, qu'est-ce que je tire après? Ah là, je tire ça après. Mince. Voilà, ce genre de truc, quoi. Non, c'est cool. C'est un super jeu. On peut s'amuser Il y a des hauts faits, il y a une petite fiche avec des hauts faits à cocher quand on a réussi à faire tel ou tel truc. Ça nous fait des défis, du coup, on sait que, tiens, prochaine partie, j'essaierai de la jouer avec le plateau hiver, parce qu'il y a 2 plateaux, face été, face hiver. Ouais. Et de dispositions différentes de lieux. Et puis, tiens, je jouerai face hiver, et puis j'essaierai de jouer les persos. Je jouerai des persos face nuit, des jeux. Ah ouais, on peut combiner, on n'est pas obligé de jouer tous les persos, tous les gardiens en face nuit ou face jour. Enfin, les parties sont variées et regarde, 32, pareil, on valide, on passe au 31 dans quelques instants. Et pour terminer cette vidéo, ce deuxième épisode de cette série, le numéro 31. Et là, on attaque un petit morceau. Ça se passe dans l'espace. Et quand je dis petit, c'est une blague, en fait, c'est pas du tout un petit morceau. On attaque le projet Gaïa, qui a perdu quelques places par rapport à mon top de Noël de 2020. Ouais, il a perdu quelques places. J'avais dû le ranger du côté de la 17e, peut-être, plus ou moins, quelque chose comme ça, 19, 17, peut-être 14, dans ces eaux-là, quoi. Et non, là, 31. Projet Gaïa, c'est quoi? Alors là, on est dans le plus pur jeu euro, il n'y a vraiment pas de place à l'aléatoire, si ce n'est les tuiles qu'on tire en début de partie pour savoir, bah tiens, quelles sont les conditions pour scorer des points à la fin de chaque manche. Mais bon, c'est les mêmes pour tout le monde, et on sait tout en début de partie. Il n'y a plus le moindre facteur aléatoire ensuite, donc non, vraiment, il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. Dans l'univers graphique, c'est kitsch, très kitsch. Mais moi, ça me va, ça me dérange pas. Pour moi, ça fait le job. Au niveau des règles, on incarne chacun une faction extraterrestre, une civilisation d'ailleurs extraterrestre, qui va essayer de se développer dans la galaxie en colonisant des planètes. Chaque faction est associée à un biome de planète. Je sais même pas si on peut dire ça comme ça.
bizarre. Enfin, une planète d'un certain genre. Donc une planète désertique ou une planète plus glaciale. Pas désertique chaud, j'entends par là. Plus glaciale, une planète plus volcanique, etc., etc. Donc il y a 7 couleurs différentes. Et il y a 14 factions, parce qu'il y a 7 factions, mais enfin 7 couleurs de factions, mais chaque couleur, les plateaux sont recto verso, donc il y a 2 factions différentes. Et donc en fonction des couleurs des planètes dans lesquelles on va essayer de s'installer, ça va être plus ou moins facile. Bien sûr, la faction jaune aura plus de facilité à s'acclimater en s'installant sur des nouvelles planètes jaunes plutôt que sur des nouvelles planètes bleues ou blanches ou noires. Et donc après, pur jeu de ressources. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai passé en revue ce jeu dans ma série qui parle des jeux vidéo adaptés des jeux de plateau. Donc je vais pas la faire longue sur les mécaniques, il y a tellement de trucs à dire sur ce jeu, il est très riche. Je vais plus donner pourquoi je l'ai mis en 31, pourquoi il a un petit peu chuté. On va dire petite déception sur le jeu, parce que j'ai pas réussi à le caser. En fait, c'est assez bizarre. Disons que il a baissé sur mon classement, mais pas d'un point de vue qualité du jeu. C'est pas ça, parce que je trouve le jeu toujours aussi bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt mon histoire liée au jeu qui est un peu triste, dans le sens où ce que j'essaie déjà de donner comme ressenti là dans les phrases précédentes. C'est un jeu que j'aurais aimé partager. Il y a une époque, il y a un an ou deux, et il y a un an ou deux, il se passait quoi? C'était Covid et compagnie. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de le sortir. Donc en fait j'y ai jamais joué, tout simplement. Mon exemplaire de jeu, j'y avais jamais joué en multi. Alors j'ai essayé le solo quand même, parce que le solo est pas mal foutu, mais je me suis pas retrouvé. Les délires d'Automa et compagnie, parce que oui, il y a un mode solo, bien sûr. Les délires d'Automa, etc., ça m'enchante pas des masses, ça m'emballe pas plus que ça. Donc finalement, je m'en suis séparé de ce jeu. Et sans regret d'ailleurs maintenant, sans regret, vu que je m'oriente un peu plus vers la figurine maintenant, je reviens vers la figurine plutôt. Euh, donc c'est pas grave, faut faire quelques concessions. On peut pas jouer à tout, on n'a pas un temps infini. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Je me serais régalé à jouer davantage à ce jeu, mais comment dire ça, c'est un rendez-vous manqué, ce jeu. Il a tout pour me plaire. Hélas, parfois la vie fait que on n'arrive pas à le sortir. Ça demande du temps, beaucoup de temps. C'est costaud. Et voilà, maintenant, je préférais le mettre sur d'autres jeux, donc je refuserai pas une partie non plus. C'est toujours pareil. Il est en 31 quand même. Mais c'est compliqué. C'est un statut Facebook, c'est compliqué. Voilà, il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à dire, je peux pas dire plus. C'est vraiment, ce jeu-là, c'est compliqué de développer plus de choses là-dessus. Enfin bon, c'était les 10 jeux de mon top 50 classés entre le numéro 40 et le numéro 31. J'ai le sentiment, là, au sortir de la vidéo, que j'étais quand même moins clair la plupart du temps que sur la vidéo précédente. C'est marrant, pourtant je l'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude. Confidence, la vidéo précédente, j'ai commencé à enregistrer, il était 5h du mat, j'étais déjà cramé. Ça s'est peut-être pas tant vu. Mais là, j'ai commencé à 4h du mat. J'étais plus sage sur cette fois-ci. Et pour autant, un peu plus cramé. C'est le week-end peut-être. Le week-end, c'était éreintant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, avant de vous quitter, je voulais dire une dernière chose. Un peu comme Colombo. Une dernière chose, monsieur. Il y a... alors, ça fait marrant. Ça fait marrant. Vous voyez la fatigue, elle est là, elle est bien palpable. C'est marrant, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré une vidéo où je parlais, mais sans avoir besoin d'être concentré à fond sur un jeu, les mécaniques, les règles, les machins. Enfin, là, je fais complètement allusion à Horror Arkham JCE, où je lance mes vidéos, je dois être très focus sur tout. Donc je vais pas dire que c'est pas une partie de plaisir de les enregistrer, je suis content d'y jouer, assez cool, mais sans mot de rien, ça met quand même une certaine tension dans la vidéo, quoi, dans le jeu, c'est des moments qui sont très fatigants. Et là, même si je suis quand même un peu cramé, vous le sentez, c'était assez décontracté et assez sympa d'enregistrer la vidéo précédente.
donc la première de cette série-là, hein, entre mon top du 50 au 41. Et donc là, j'ai abordé le 40 au 31 de manière aussi décontractée. Et ouais, c'était plaisant. C'était plaisant aussi. Trop décontracté d'ailleurs. Allez, je vous laisse parce que ça va faire 1 heure et je vais craquer à 2 mètres du bol sangria. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!